Douceur Cactus. Il faisait une fixation alors qu'il ne m'a jamais rencontré. Et si on parlait de la relation qu'on entretient avec les technologies numériques qui composent nos vies aujourd'hui ? Nos smartphones, nos réseaux sociaux, jeux en ligne et autres applications, ce sont la douceur et le piquant à la fois. Ils sont utiles, pratiques, ludiques, mais ils peuvent aussi être encombrants, fatigants, très addictifs. L'objectif de ce podcast, si vous l'acceptez, est de parvenir à préserver le plaisir d'utiliser le numérique tout en conservant une vie privée, sociale, amicale et professionnelle agréable. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Quelle différence y a-t-il entre notre vie en ligne et notre vie hors ligne ? Et puis, à l'inverse, quels sont les points communs ? Il est intéressant d'observer à quel point ce qu'on vit dans les réunions de famille, entre amis ou dans la rue peut se rapprocher de ce qu'on vit sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres par exemple, et de vérifier si ce qui fait la spécificité de tous ces outils numériques, si faciles et rapides d'accès, connectés au monde entier, peut engendrer des événements qui n'arriveraient pas ou différemment dans la vraie vie. Dans cet épisode, on va aborder cette question à travers un sujet difficile, mais dont on ne parle sûrement pas assez souvent, le harcèlement en ligne. Selon la loi, le cyberharcèlement est le fait d'utiliser les technologies d'information et de communication pour porter atteinte à un individu de manière répétée dans le temps. Pour mieux comprendre ce qui peut se jouer dans ces situations, même si tous les cas de harcèlement en ligne ne se ressemblent pas, que chaque cas est malheureusement unique, on va écouter le témoignage de Michel Poulain, qui a été harcelé pendant de nombreuses années sur Twitter. Michel nous partage son expérience et son rapport aux réseaux sociaux désormais, avec le recul dont il bénéficie aujourd'hui. Il en parle librement, sous son vrai nom et sans se cacher, car lui, dit-il, il ne s'est jamais caché. Je laisse sa voix entre vos deux oreilles et on se retrouve juste après. Alors, comment l'histoire a commencé ? L'histoire a commencé par quelques messages postés par des gens que je connais pas forcément, par une personne en particulier, des messages assez méchants. Alors c'est toujours pareil quand on reçoit des messages de gens qu'on ne connaît pas, on se demande si c'est plutôt de l'humour ou si c'est plutôt de la méchanceté, et c'est au fil du temps qu'on se rend compte que ça continue, que c'est de plus en plus méchant. Et du coup, on se dit comment on doit réagir. Alors, la première chose que les gens sont tentés de faire, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est répondre en disant mais qu'est-ce que tu racontes, c'est un peu n'importe quoi. Et après, j'ai vu que cette personne, à l'époque c'était une personne, s'en prenait aussi à mes amis. Donc j'avais tendance et c'est ce que font la plupart des gens, à les défendre. Et les choses se sont envenimées. Et c'était des messages personnels, mais comme c'était quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement, c'était vraiment des messages qui auraient pu s'adresser à n'importe qui. Et d'ailleurs, quand j'allais sur le compte de cette personne, je voyais qu'il s'en prenait à d'autres personnes. C'était la même tactique. C'était vraiment envoyer des choses blessantes. Par jeu, je pense, par jeu, tout simplement. Et ça a commencé comme ça, et c'était donc en 2014. Et finalement, après, j'ai pris comme mesure de ne plus répondre et de bloquer cette personne. Et c'est d'ailleurs ce que conseille de faire Twitter, c'est de ne pas répondre, de ne pas envenimer les choses, de bloquer la personne. Mais mon compte n'était pas privé. Et donc n'importe qui pouvait accéder à mon compte, et c'est évidemment ce que faisait cette personne en se connectant sous d'autres pseudos et sous d'autres comptes, et pour accéder à mes infos. Et j'ai remarqué que en général, j'avais le droit à une salve d'insultes à chaque fois que je publiais des photos. Je sais pas pourquoi cette personne avait fait une fixation, et là ça partait dans tous les sens, et ça a continué comme ça pendant quelques mois, jusqu'à ce que une autre personne vienne et soit entraînée dans le délire de la première,
Et là, les choses ont vraiment commencé à prendre une autre tournure parce que la seconde personne a vraiment dédoublé l'intensité des insultes, de la fréquence. Et puis ces deux personnes se sont vraiment été dans une spirale, c'est-à-dire que les choses se sont envenimées, l'un entraînant l'autre, et ça a vraiment ça a décuplé. Et là, je me suis dit, soit je fais rien et il va bientôt y avoir une troisième, une quatrième personne, soit je mets un holà et j'y vais franco et je porte plainte. Et porter plainte, c'était quelque chose que aucune des victimes du premier harceleur n'avait osé faire par peur. Moi, je le voyais, cette personne, pas mal de gens le connaissaient. D'ailleurs, il était connu puisqu'il avait donné tout simplement une entrevue dans un magazine et avec une pleine page, sa photo, son prénom, son pseudo. Donc voilà, les choses étaient actées. On savait exactement qui était la personne et c'était une personne que connaissaient certains de mes amis. Il n'était pas à découvert sur son compte Twitter, mais par le biais de cette interview, au final, il avait clairement révélé son identité. Et du coup, c'était la première chose qui m'avait permis de porter plainte. Et j'ai, avec une rapide enquête, j'ai pu obtenir l'identité de la seconde personne. Et dans ma tête, pour le coup, je pensais que c'était les deux comptes appartenaient à la même personne. Mais en fait, pas du tout. C'était bien une personne physique qui existait vraiment. J'ai pu obtenir son numéro de portable et son nom. Et avec toutes les données personnelles de ces deux personnes, j'ai pu porter plainte auprès de la police, ce qui m'a sauvé parce que c'est très compliqué de faire le lien entre une personne sur Internet et une personne physique. On y arrive, la police y arrive, mais après enquête, après des jours d'enquête, et c'est pas toujours évident. On peut remonter via les fadettes, via les opérateurs Internet pour remonter depuis l'adresse IP, mais le mieux encore, c'est d'avoir les coordonnées des personnes, parce que ça a facilité les choses, ça les a accélérées, et j'ai eu la chance parce que quand on sait combien de temps a duré au final mon histoire, j'ai eu la chance qu'au départ on puisse très facilement les identifier. Donc à partir de ça, les deux personnes ont été identifiées auprès de la police et j'ai pu faire une plainte en accéléré auprès du doyen des juges. C'est-à-dire que ça a un petit peu court-circuité le cheminement classique d'une enquête, parce qu'une enquête, ça peut, avant qu'une enquête soit prise en compte par le procureur, ça peut prendre des mois, peut-être même des années. Donc j'ai mon avocat, parce que j'ai décidé de prendre un avocat à ce stade, après avoir porté plainte, et mon avocat a dit que j'ai eu raison de porter plainte. Parce que toutes les affaires commencent par une plainte auprès de la police et pas une main courante, parce qu'une main courante en général ça sert pas à grand chose. On découvre les mains courantes après que les victimes aient été tuées ou quoi ou qu'est-ce, mais moi ce que je voulais c'est qu'il y ait une enquête et que les personnes soient convoquées. Et le doyen des juges a accepté ma plainte. Et l'action en justice a pu être lancée. Et à partir du moment où la plainte a été acceptée, les deux prévenus, comme on les appelle, ont été donc convoqués. Il me semble d'abord par la police et ensuite par le juge d'instruction. Et là, ça a eu un effet coup de poing puisque le deuxième harceleur, lui, a carrément disparu. Il s'est volatilisé, on n'en a plus jamais entendu parler. Par contre, le premier, qui était un peu vraiment fou, à mon sens, ça a décuplé sa haine. Il s'en est même pris publiquement sur son compte au juge.
C'était assez fou. J'ai vraiment halluciné. Mon avocat est tombé de sa chaise. C'est évidemment quelque chose que j'ai fait constater par huissier et qui a été présenté lors du procès au juge. Donc menacer un juge, je ne sais pas si c'est vraiment la chose la plus sensée qui soit. En tout cas, ça montrait sa détermination à ne rien lâcher. Donc 2 ans et demi après ces menaces au juge, le procès a pu avoir lieu. Il faut savoir qu'une date de procès, c'est long à obtenir. C'est-à-dire que on a une date de procès qui est fixée généralement 1 an avant le procès. Et donc, pour les victimes, c'est long, parce qu'en général, des fois, avec un peu de chance, ça s'arrête. Mais dans mon cas, ça s'est pas arrêté jusqu'à vraiment quelques semaines, même quelques jours avant le procès. Ça continuait. C'était juste fou, complètement fou. J'aurais jamais de certitude de comment cette histoire a commencé, pourquoi moi, parce que en fait aucun des 2 prévenus ne s'est déplacé, ni n'a été représenté par son avocat. Ils ont d'ailleurs été tous les 2 punis par la loi parce que nul n'est censé se soustraire à une convocation de la justice. Donc ils ont été tous les 2 punis pour ça. Ils ont été par ailleurs été punis par la justice puisqu'ils ont été tous les 2 condamnés. Donc c'est plus seulement des prévenus, ce sont des accusés. Mais ça m'a pris et de l'argent et du temps. Et ça, tout le monde n'en a pas. Et tout le monde ne peut pas faire comme moi et aller au tribunal pour porter un coup de grâce à une affaire. Et tout le monde ne peut pas faire ça. Et du coup, c'est là aussi que j'ai eu beaucoup de chance. C'est d'avoir ça pour moi. Je pense que la jalousie a été le moteur de tout ça. Les juges d'ailleurs m'ont posé clairement la question. Ils m'ont dit voilà, quelle est la raison de tout ça à votre avis? Je leur ai dit clairement, vous savez, moi je suis venu à cette audience pour avoir clairement des réponses. Voilà, j'ai jamais croisé ces personnes, je les ai jamais vues, et je voulais avoir des réponses et je n'en aurai jamais. Et dans le cas de la deuxième personne, c'était une sorte de mimétisme pour plaire à la première. Il essayait d'être plus méchant, plus violent. Mais dans le cas du premier harceleur, clairement, il venait à toute heure du jour ou de la nuit. D'ailleurs, le policier qui a pris ma déposition me l'a fait remarquer. Il m'a dit, mais regardez les horaires à laquelle il poste les messages. C'est du 17h, 19h, 20h, 2h du matin, 5h du matin, 3h du matin. Il n'y a pas d'horaire. C'est vraiment, cette personne pense à vous tout le temps. Donc, il faisait une fixation, alors qu'il ne m'a jamais rencontré. C'est assez fou. Et il faisait une fixation certainement parce que dans mon cercle d'amis, j'avais des personnes sur lesquelles il avait des vues ou qu'il aurait aimé avoir comme ami, et c'était pas le cas. Et voilà, la jalousie, c'est parti de là, tout simplement. Pour préparer mon procès, je suis remonté dans ces messages qu'il a postés encore une fois publiquement, donc que tout le monde a pu tomber dessus, en tout cas ses abonnés. Il disait « Je reviens à mes premières amours, pourrir un petit twitto pris au hasard ». Donc clairement, c'était le sens de ce compte Twitter, c'était vraiment la méchanceté, la bêtise vraiment bête et méchante. Et je pense que ses abonnés aimaient ça, avaient le goût du sang, et vraiment c'était ce qu'ils attendaient tout simplement. Et comme ça se passait via un seul réseau social, j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance de mon côté, puisque j'ai pu faire suspendre son compte. Et ça, c'est rare que les victimes y arrivent. Mais dans mon cas, ça a été salvateur, parce que en fait, il faut savoir que les harceleurs, tant qu'ils n'ont plus de public, leur jeu a beaucoup moins d'intérêt. Ils ont besoin d'une audience, ils ont vraiment besoin d'un public pour exister. Le fait qu'il n'ait plus de public, ça l'a un peu calmé, mais il a continué, il a rouvert un compte, il en a rouvert un deuxième, puis un troisième, et parfois son public, quelques-uns, je l'ai remarqué, le suivaient. C'est-à-dire que l'attitude de certains
Pas de tous, hein. La grosse majorité vraiment ont été parfaits. Certains même d'eux-mêmes ont dit mais qu'est-ce que c'est que ce type? Donc ce sont des abonnés d'eux-mêmes et d'autres personnes que je me suis permis de contacter. Je leur ai dit mais écoutez, pourquoi vous suivez quelqu'un comme ça? Suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est donner une audience. D'ailleurs, cette personne se vantait d'avoir plein d'abonnés. Mais si vous continuez à être abonné, ça va lui donner un signal positif comme quoi il va dans la bonne direction, que harceler les gens, c'est d'accord, c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et c'est des gens, très bizarrement, qui me connaissaient personnellement et qui ne connaissaient pas du tout personnellement mon agresseur, mais qui ont préféré rester ami avec mon agresseur plutôt que de se le mettre à dos, parce que, en fait, ne pas prendre position, c'était, et surtout ne pas me soutenir, c'était un gage pour eux de ne pas se retrouver à ma place, ne pas être à leur tour, être victime de potentiellement victime de tout ce que j'endurais. Le harcèlement est une chose, mais l'attitude des témoins en est une autre. Et quand quelqu'un est témoin d'agissements comme ça, ne soyez pas complice. En fait, la passivité, le fait de fermer les yeux, c'est être complice du harceleur. Clairement. C'est pas du tout aider la victime. Alors, les réseaux sociaux, pour moi, j'ai toujours pris comme philosophie que c'était l'extension de la vraie vie. C'est-à-dire que c'est pas deux mondes parallèles, c'est vraiment une extension. Et de la même façon que dans la rue, on peut faire des très mauvaises rencontres, sur les réseaux sociaux, on peut faire des très très mauvaises rencontres. Je me sens pas plus en sécurité sur les réseaux sociaux que je me sens en sécurité dans la rue. Mais c'est pas pour ça que je ne descends pas dans la rue. Donc, cette histoire de harcèlement sur les réseaux sociaux ne m'a pas du tout vacciné des réseaux sociaux. Par contre, voilà, il y a des méthodes à avoir. Je n'annonce jamais où je vais, par exemple. Ce qui aurait pour implication de dire aux gens, si on veut lui casser la gueule, il suffit d'aller là à telle heure et pour le voir, voilà. Des choses comme ça. Par contre, je ne m'interdis jamais de dire, j'ai vu telle expo, j'ai été dans tel endroit, allez-y, je mets en général le lien, l'adresse, la photo, voilà. Les réseaux sociaux, je les utilise comme ça maintenant. Et grâce aux réseaux sociaux, j'ai rencontré des gens absolument formidables. Et donc, voilà, jamais j'aurais voulu tout couper. Clairement, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés sans les réseaux sociaux. Mais des amis très, très, très proches. Donc, il faut vraiment avoir ce recul par rapport aux réseaux sociaux. Dans un sens, on peut pas savoir qui est derrière l'écran. Et d'un autre, il faut pas non plus se dire « ça va, je peux me lâcher, je peux faire ce que je veux ». Non, il y a des implications concrètes. Concrètement, les deux harceleurs ont été convoqués par la justice et ont été condamnés. Voilà, c'est ce que je retiens de tout ça. Il existe différentes formes de cyberharcèlement et trop souvent, les victimes de ces violences numériques se sentent écrasées derrière leur écran, paralysées sous le poids des publications et des messages de haine. Elles peuvent en venir à faire le choix du silence, même auprès de leurs proches, peut-être par peur d'envenimer encore plus la situation, d'inquiéter son entourage. Mais l'évolution du droit et la multiplication des procès incitent les victimes à agir de plus en plus. Depuis quelques années, l'industrie des nouvelles technologies a aussi développé des solutions pour les internautes visés par ces cyberviolences. Et en France, le cyberharcèlement est un délit, passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, voire plus en cas de circonstances aggravantes supplémentaires. Ces chiffres correspondent au double des peines de base en matière de harcèlement. Le fait que ces violences aient lieu sur Internet constitue donc une circonstance aggravante. Mais le harcèlement en ligne revêt aussi d'autres particularités, notamment celle de la visibilité qu'Internet peut offrir, comme dans le cas de Michel, qui a été confronté à une personne qui était stimulée par le fait d'avoir une audience qui réagisse à ses publications. Et cette visibilité peut être d'autant plus excitante qu'il est possible d'en bénéficier de façon anonyme, invisible justement, derrière un pseudonyme ou une fausse identité. Ce qui ne fait évidemment que renforcer la peur et le sentiment d'impuissance de la personne visée. Pourtant,
Les dégâts que ces situations peuvent causer sont bien réels. Et d'ailleurs, le cyberharcèlement diffère aussi du harcèlement dans la vraie vie ou dans la cour de récréation par le fait qu'il laisse des traces bien souvent très difficiles à effacer sur Internet. Tout ça nous rappelle en tout cas qu'Internet n'est pas une zone de non-droit, que les règles de vie en société et les lois s'y appliquent comme ailleurs. Maîtriser sa vie privée sur Internet, c'est donc garder en tête que ce qu'on ne ferait pas chez soi ne devrait pas se faire sur Internet de la même façon. Les informations qu'on y dévoile doivent être réfléchies et maîtrisées. Pour mettre fin à une situation de cyberharcèlement, comme le disait Michel dans son témoignage, aller jusqu'au procès peut être très long et coûteux, en énergie, en morale et en finances. Toutes les victimes de violences en ligne n'ont pas forcément la possibilité de se lancer dans ces démarches. Mais si un cas de harcèlement est repéré, il est important d'informer les modérateurs du réseau social concerné dans un premier temps, qu'on en soit victime ou témoin bien sûr. Il est toujours temps de remettre de l'empathie dans ces outils digitaux. Et puis, pour les internautes les plus jeunes et les moins aguerris, les mineurs par exemple, l'association e-Enfance a mis en place un numéro vert anonyme et confidentiel, le 0800 200 000. Et d'une façon générale, il est important que les parents évitent d'interdire l'utilisation d'Internet à leurs enfants s'ils sont confrontés au harcèlement en ligne, parce que ça reviendrait à donner à la fois une impression de laisser leur harceleur avoir ce qu'ils cherchaient, et la victime pourrait se sentir doublement victime de cette situation. Mais ça serait aussi les priver d'une occasion d'apprendre à bien utiliser Internet et les réseaux sociaux. En effet, ce genre de situation peut être l'occasion de prendre conscience que la personne visée peut, elle aussi, utiliser Internet et les réseaux sociaux de façon plus anonyme, plus invisible, en maîtrisant mieux les informations qu'elle y dévoile et en limitant la possibilité ainsi de se faire retrouver par des personnes mal intentionnées. Mieux vaut l'avoir en tête avant qu'il ne soit trop tard. Pour anticiper et prévenir le fait qu'une personne malveillante puisse utiliser des contenus contre soi, il est judicieux de surveiller les traces qu'on laisse sur Internet à propos de soi, par exemple en tapant son nom sur les moteurs de recherche régulièrement et en vérifiant les résultats, en supprimant ce que l'on ne souhaite pas laisser visible de façon publique. De la même façon, les publications qu'on met en ligne sur nos réseaux sociaux peuvent être observées sous l'angle de la confidentialité. Les contenus les plus personnels et intimes n'ont en général aucune raison d'être accessibles à n'importe qui. Il peut être préférable d'utiliser un pseudonyme aussi, voire d'en changer pour chacun des comptes en ligne, afin de brouiller les traces qu'on laisse en ligne. En tout cas, si une personne est repérée comme harcelée, il est primordial de la soutenir et de l'aider à faire disparaître les contenus des profils injurieux. Une fois la situation réparée, l'inciter à adopter les bons réflexes pour que ça ne se reproduise plus, mais aussi pour sortir de la posture de victime et pour reprendre ses activités de façon ordinaire, que ce soit dans sa vie hors ligne ou en ligne. Voilà, cet épisode se termine avec le retour de la petite musique de Douceur Cactus. Mais on se retrouve bientôt. D'ici là, vous savez que si ce podcast est numérique, c'est grâce à vos avis, vos abonnements, à vos partages, qu'il se connecte un peu plus à la vraie vie. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je vous accueillerai avec plaisir. Merci pour votre soutien.